Clément Reversé, bonjour. Vous êtes maître de conférences en sociologie et chercheur engagé dans plusieurs centres et associations. Vous êtes principalement chercheur au laboratoire Utopie à Toulouse. Vous avez soutenu votre thèse en 2021 sur l'insertion des jeunes ruraux sans diplôme en Nouvelle-Aquitaine. Vous avez aussi publié 2 ouvrages aux éditions Le Bord de l'eau, La vie de Cassos, jeunes ruraux en survie, et récemment, Petit guide de survie aux discussions des repas de famille. De septembre 2023 à février 2025, suite à une demande des communes que vous avez enquêtées, vous avez mené un travail de recherche comparé sur la persévérance et le décrochage scolaire sur les communes de Mérignac et de Sainte-Foy-la-Grande en Gironde. Ce travail a été réalisé en collaboration avec 2 autres chercheurs, Rajiv Raminora et Lana Dumas-Delage. Cette enquête est basée sur des entretiens individuels réalisés auprès d'une centaine de jeunes vivant sur des territoires différents, milieu rural, QPV et quartiers non défavorisés. Rappelons l'enjeu du décrochage scolaire. Bien que la lutte contre le décrochage scolaire soit depuis quelques années au centre des préoccupations liées à la jeunesse et aux inégalités socio-économiques, et malgré aussi les politiques d'allongement de formation obligatoire jusqu'à 18 ans, le décrochage scolaire concerne encore en France, selon l'INSEE, 7,8% des jeunes qui quittent leur formation avant l'obtention d'un diplôme de niveau 3, c'est-à-dire un CAP ou un BEP. Ma première question, assez simple, le décrochage scolaire a-t-il toujours été un enjeu ? Ou alors, pour le dire autrement, est-ce que le décrochage scolaire est un enjeu aussi vieux que l'école ? Merci beaucoup pour cette question. Si on doit revenir sur le décrochage scolaire, en fait, c'est une problématique qui est assez récente. Faut comprendre que si on remonte jusqu'aux lois Ferry, leur objectif n'était pas vraiment de créer de l'égalité. On était plus sur l'idée que tout le monde puisse parler français, de créer une sorte d'élan patriotique. Et ensuite, à partir des 30 Glorieuses, on a eu une deuxième ouverture des études supérieures. On a eu une période qui était un peu fantastique parce que du plein emploi et l'ouverture des universités, donc on peut avoir cette ascension sociale dont on parlait pendant les 30 Glorieuses. À partir des années 80, les choses changent un petit peu parce qu'on a du mal à s'insérer professionnellement. 82, par exemple, c'est la création d'émissions locales. Et c'est à partir de cette période où on passe d'un phénomène à une problématique. Les gens qui quittaient l'école sans diplôme, ça existait très largement. À partir du moment où on n'arrive plus à s'insérer professionnellement et qu'on continue à dire aux jeunes d'aller de plus en plus loin à l'école, là on commence à créer la problématique du décrochage scolaire. Pourquoi ? C'est parce qu'on commence à associer l'idée que finalement c'est parce qu'ils ont raté leur diplôme qu'ils n'arrivent pas à s'insérer. Et donc on a vu qu'on a eu des luttes contre l'absentéisme à l'école assez fortes, sous les gouvernements Sarkozy par exemple. Il y a cette idée qui est très fortement ancrée que le décrochage scolaire est un manque économique, est une problématique sociale, mais c'est une problématique en fait qui est apparue parce que le marché de l'emploi actuel est plus capable d'absorber la masse de jeunes qu'on envoie et qu'on continue de leur dire d'aller de plus en plus loin. Donc ceux qui se retrouvent à la marge sont défavorisés. Ok. Alors du coup, quels sont les principaux déterminants du décrochage scolaire que vous avez pu mettre en évidence lors de l'enquête sur les territoires étudiés, donc Mérignac et Sainte-Foy-la-Grande ? Alors, ce qu'il faut rappeler d'abord, c'est qu'il n'y a pas un élément qui crée le décrochage scolaire. Le décrochage scolaire, c'est un croisement de faisceaux. On peut trouver, et on a essayé de le faire depuis une quinzaine d'années, des éléments déterminants. Alors, l'origine sociale, la classe sociale, la composition familiale, le niveau de revenu, le niveau de diplôme des parents, c'est des éléments qui nous permettent de repérer ce risque de décrochage. Mais il faut avant tout comprendre les parcours biographiques de ces jeunes. Nous, ce qu'on a pu repérer, en tout cas, c'est qu'il y a, à l'arrivée au collège, donc souvent dès la 6e, 5e, chez des jeunes qui ont déjà des difficultés souvent à l'école scolaire et puis souvent familiale, on peut avoir ces éléments qui parasitent. On a l'arrivée dans un système un peu de hiérarchisation. Et donc on crée des premiers de la classe et donc on crée aussi des derniers. Et pendant une période de construction de soi, une période où en fait on est en train de se créer en tant qu'individu, eh bien être déclassé, c'est assez compliqué. Beaucoup de jeunes nous expliquent
que tout simplement on veut pas d'eux. On leur dit parfois très clairement qu'on serait mieux s'ils n'étaient pas là dans les cours. Et donc se crée un premier décrochage qui est émotionnel en se disant en fait je pourrais quitter l'école. À côté de ça, il y a d'autres facteurs, il y a le harcèlement scolaire, nous on a repéré énormément de récits de violences sexuelles à l'école, et c'est aussi beaucoup, c'est pas que ce qui se passe à l'école, bien sûr, mais c'est ce qui se passe ailleurs et qui peut parasiter l'existence. Et à côté de ça, ces jeunes, au bout d'un moment, un élément qui fait, un ingrédient du décrochage qui fait qu'on finit par quitter l'école. Tout à l'heure, vous avez parlé de bioparcours individuel. Justement, quels sont les profils, s'il y en a, qui ont émergé, ou des typologies de profils chez les jeunes que vous avez enquêtés ? Nous, on a décidé de faire une typologie en croisant deux éléments. Est-ce qu'on a envie ou non de rester à l'école, et est-ce qu'on a envie ou non de s'insérer professionnellement ? On se retrouve donc avec quatre catégories. On a des jeunes qui voudraient rester à l'école, mais qui ont aussi un rapport plutôt positif à l'insertion professionnelle, où en général, c'est des jeunes qui sont un peu obligés de décrocher pour aller travailler. Des jeunes qui nous expliquent qu'il faut remplir le frigo de la maison, qu'il y a des difficultés qui prennent le pas sur l'obligation de formation. On a des jeunes ensuite qui vont se retrouver avec un rapport positif à la scolarité et négatif à l'insertion professionnelle, où il y a des éléments de rupture. C'est souvent dans les cas de harcèlement scolaire, de violences sexistes et sexuelles, etc. Ensuite, on a des jeunes qui ont un rapport négatif à l'école, et là on se retrouve ceux qu'on a le plus vus dans les QPV, c'est-à-dire des jeunes qui n'aiment pas l'école et qui ont un rapport positif à l'insertion. Je n'aime plus l'école et je veux m'insérer et je suis bon, et j'ai de l'or dans les mains, on me le dit quand je fais des stages, etc. Et ensuite, on a des jeunes où là on est plus sur des problématiques d'ordre de santé mentale qui ont un rapport négatif à l'école, négatif à l'insertion professionnelle, et qui souvent ont besoin d'un soutien plus que d'ordre d'insertion professionnelle ou de rapport à l'école. Alors, ces jeunes que vous avez enquêtés, ils vivent sur des territoires. Et donc ma prochaine question porte sur les territoires. Les territoires que vous avez enquêtés, sur lesquels vous avez mené vos enquêtes, selon vous, sont-ils outillés de manière égale pour prévenir et guérir le décrochage scolaire, que nous apprend l'enquête justement sur le fonctionnement des dispositifs de prévention du décrochage sur les territoires enquêtés ? Les territoires ne sont pas armés de la même manière. Déjà parce que quand on prend les questions de politique de jeunesse, on est toujours à des échelles et à des niveaux différents de prise en charge entre le département, la région, la commune, etc. Ce qui fait que c'est souvent assez difficile à jouer. Nous, ce qu'on a pu remarquer sur certaines communes, c'est le manque de communication autour de structures qui parlent de la même chose, qui parlent de jeunes décrochages, de jeunes décrocheurs, de jeunes précaires. À côté de ça, quand on part du côté rural, on a cette difficulté supplémentaire qui est liée au service. La présence de services. La présence de services, effectivement. Mais il faut rajouter derrière ça que le plus grand écart, c'est moins le territoire que finalement l'origine sociale d'un jeune. Ce que je veux dire, c'est que décrocher en étant un jeune à la campagne, mais d'un milieu assez bourgeois, c'est finalement moins grave, avec des gros guillemets, que de décrocher en ville, si on est dans une situation de précarité, de tension familiale, etc. Alors, qu'est-ce que vous avez pu observer comme élément positif, facteur de réussite, justement pour cultiver davantage peut-être un esprit commun sur les acteurs du territoire pour prévenir et guérir le décrochage ? Quels sont les bons ingrédients, selon vous, à rassembler ? Je pense qu'il y a un gros travail de prévention qui doit être fait, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être que sur du curatif dans le décrochage scolaire. Il faut être capable de repérer, de travailler en amont sur tout un ensemble de questions, comme je le disais, par exemple les violences sexuelles qui sont une cause de décrochage scolaire, c'est un élément sur lequel il faut travailler. À côté de ça, il y a aussi un besoin de confiance de la part des jeunes qui parfois ont du mal à faire le pas vers les institutions.
qui ne comprennent pas tous les acronymes qui leur sont présentés, et qui ont surtout l'impression qu'il y a quelque chose de très froid dans ce qu'on leur propose et de désincarner. D'où la nécessité, à mon sens, du travail de prévention spécialisée, du travail de rue, de tout ce que peut permettre en fait le travail social. À côté de ça, heureusement, il y a des actions qui sont mises en place sur différentes communes, sur différents niveaux, qui permettent de travailler, j'ai envie de dire, sur aussi la confiance en soi et sur la santé mentale de ces jeunes. Je pense que réussir à se rendre compte que ce qu'on perçoit comme du je m'en foutisme ou de l'absentéisme, en fait, cache parfois des questions de difficultés liées à la santé mentale, etc. Ça peut énormément jouer ensuite sur les risques de décrochage. Donc je dirais que le travail social doit être encore plus engagé. Et la dimension temps, le rapport au temps, comment il intervient sur ce sujet de l'accompagnement ? Ouais. La temporalité, c'est extrêmement important. Et elle est assez paradoxale, c'est que certains jeunes peuvent décrocher et puis repartir en cours 2 semaines après. Mais il y a souvent besoin d'un travail sur le temps long, un petit peu comme un deuil de faire de sa scolarité avant de repartir. C'est-à-dire que tant que pour le jeune, ça ne fait pas sens de retourner en formation, on peut difficilement le forcer à retourner, d'autant plus si c'est une formation qui ne fait pas sens pour lui. Donc parfois, ça peut prendre des semaines, des mois, voire des années avant de revenir en formation. Donc ça, c'est un temps long sur lequel il faut surtout ne pas couper le contact avec ce jeune. Et en même temps, on a un rapport un peu à l'instantanéité. C'est-à-dire que le jeune, une fois que, ok, j'ai décidé, je repars en formation, je repars en cours, il faut que ce soit maintenant. Et nous, ce qui nous semble des temporalités assez normales, d'attendre 1 mois, 2 mois avant de pouvoir avoir accès à un service, un dispositif, en fait, c'est extrêmement long. Pour le jeune, dans ce moment-là. Qui risque de finalement, pas décrocher, mais se retrouver dans du non-recours ou s'éloigner d'un service. Donc on a besoin de laisser un peu de temps et d'espace, et en même temps d'être très réactif lorsqu'il y a cette demande, ce qui est difficile à mettre en œuvre. Est-ce que garçons et filles sont égaux devant et dans le décrochage scolaire dans ce que vous avez pu observer, dans les paroles que vous avez recueillies? Alors, sur le décrochage en lui-même, on remarque que finalement, c'est un phénomène qui est un petit peu plus masculin. Pourtant, la part féminine des décrocheuses, elle est assez invisibilisée. L'une des difficultés qu'on peut très largement rencontrer, c'est sur les questions d'insertion professionnelle. Dans mon enquête précédente sur les territoires ruraux, je remarquais qu'il y avait une sorte de double peine pour les jeunes filles décrocheuses, qui n'étaient pas désirés sur des postes avec un faible niveau de qualification, parce qu'on préférait les mecs, on avait une question d'entre-soi, parce qu'ils n'allaient pas tomber enceintes, parce qu'on pensait qu'ils étaient plus forts, plus manuels, etc. Des clichés autour de cette représentation viriliste. Et sur les postes, avec des gros guillemets, dits féminins, finalement on ne voulait pas d'elles non plus, parce qu'elles ne sont pas diplômées, alors qu'il y a une population qui est déjà diplômée, ce qui fait qu'elle se retrouve avec des situations de précarité encore plus grandes ou de dépendance au conjoint, etc. À côté de ça vient tous les phénomènes de violence sexuelle qui étaient fortement présents parmi nos enquêtés, et ensuite un système professionnel et de formation qui est aujourd'hui encore marqué par du sexisme et une vision centrée autour de l'homme. Je voudrais revenir sur les acteurs du territoire. Il y a une diversité de parties prenantes quand on s'intéresse au sujet du décrochage. Il y a évidemment les jeunes, il y a leurs familles, il y a aussi les acteurs de l'éducation nationale, il y a aussi les employeurs. Du coup, la collectivité, de quel levier d'action dispose-t-elle face à cette diversité d'acteurs ? De manière plus large, la grande question qu'il faut se poser, c'est se dire, est-ce qu'on doit retourner vers ce qu'on appellerait du learn first ou du work first ? Du learn first, c'est une politique sur laquelle on appuie énormément sur le raccrochage scolaire.
Le work first, c'est plutôt travailler sur l'insertion professionnelle, souvent aux dépens de la qualité de cette insertion. Aujourd'hui, je pense qu'il faut plutôt insister sur des politiques de raccrochage scolaire. Parce qu'un jeune qui commence à travailler, donc learn first. Le learn first, c'est ça. Okay. Un jeune qui commence à travailler, c'est un jeune qui va avoir des dépenses qui vont avoir, et donc c'est très difficile de faire machine arrière sur ces dépenses-là. Quand on commence à prendre son assurance, payer ses cigarettes, payer son plein d'essence, etc. On a besoin finalement de cette rentrée d'argent. Et donc retourner dans une formation non payante, c'est inenvisageable pour beaucoup. Donc c'est pour ça que quand on parlait de temporalité, il faut rester aussi proche de ces jeunes, ne pas les lâcher, parce qu'on se rend compte qu'en fait, l'insertion professionnelle, aujourd'hui, des jeunes sans diplôme ou même avec un faible niveau de qualification, ça amène de la précarité. Il faut donc réussir à avoir une politique cohérente, ce qui est difficile parce que la politique de la jeunesse n'est pas cohérente en France, et assez éparpillée, mais surtout réussir à travailler en intelligence autour de cas particuliers. C'est énergivore, ça prend beaucoup de temps, ça coûte cher, mais si on veut répondre au mieux pour avoir des leviers d'action au niveau territorial, il faut regarder chaque jeune les uns après les autres et plutôt essayer de travailler sur une politique de raccrochage scolaire que sur de l'insertion au début. Alors du coup, un peu dans la suite de cet échange, c'est est-ce qu'on a tout essayé? Est-ce qu'il faut reprendre des vieilles recettes? Ou est-ce qu'il y a encore de la place pour innover, pour lutter et prévenir le décrochage scolaire? Je crois qu'il y a parfois une sorte de croyance qu'il y aurait un dispositif qui permettrait d'anéantir le décrochage scolaire. Ça fonctionne pas comme ça en réalité. Parce que, comme je l'ai dit, les jeunes ne décrochent pas pour les mêmes raisons. Les jeunes n'ont pas les mêmes parcours de vie, n'ont pas les mêmes attentes, et ne sont pas dans les mêmes moments de leur existence. Donc il y a des dispositifs qui fonctionnent très bien. Il y a le dispositif Starter par exemple à Grenoble, où on travaille sur... On mixe un petit peu le travail social et la formation professionnalisante, ça fonctionne assez bien, mais on n'aura jamais un dispositif qui va révolutionner d'un coup. Ce qu'il faut de manière plus large, c'est des prérogatives, c'est-à-dire se renseigner sur comment fonctionne le décrochage scolaire, puisque on a parfois des professionnels qui ne sont pas formés à ces questions, qui ne connaissent pas la nuance qui peuvent exister, et ensuite travailler en intelligence collective sur ces problématiques et faire du cas par cas, ce qui demande énormément d'investissement de la part notamment de l'État pour financer des politiques de cette envergure. Okay. Est-ce que vous, sur justement les dispositifs, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce que sont les classes de persévérance scolaire? Oui. Alors, le terme de persévérance, il est intéressant puisqu'on parle de décrochage un peu par usage, mais on peut très largement critiquer. Plutôt que parler de décrochage scolaire, de dire qu'il faut lutter contre le décrochage, on essaie de dire qu'il faut lutter pour la persévérance scolaire. C'est-à-dire pour que le jeune persévère dans sa formation. Parce que le décrochage, finalement, c'est trop tard. L'idée de ces classes de persévérance, c'est d'adapter finalement de l'enseignement en le croisant à du travail social, pour, comme je le disais, prendre en compte les problématiques en dehors de l'école qui peuvent jouer sur les parcours de vie de ces jeunes, et réussir finalement à ce que l'école soit soutenable, puisque l'école, c'est un cadre un petit peu unique qu'on impose à tout le monde, et il y a des jeunes qui ne rentrent pas dans ces cadres. Donc travailler sur la persévérance scolaire, à mon sens, c'est nécessaire que l'école puisse s'adapter en fait aux besoins des jeunes, et que ce ne soit pas toujours à eux de devoir se plier aux attentes scolaires. Clément Reversé, nous arrivons au terme de cet entretien. Merci pour ces éclairages flash. Une dernière question, c'est est-ce que vous gardez en tête une parole de jeune ou une parole de professionnel qui vous a particulièrement marqué lors de votre centaine d'entretiens? Oui, alors à la toute fin de ma rencontre avec des travailleurs sociaux, j'ai un travailleur qui m'a dit que, et je vais paraphraser, que finalement sur le temps long, les choses bougent. On a tendance à avoir l'échec parce qu'on se focalise sur la difficulté, sur la souffrance aussi, parfois de ces jeunes, mais c'est que finalement il n'y a jamais du rien.
sur du temps long, on arrive à trouver des solutions. Et malheureusement, il ne faut pas laisser ces jeunes s'enliser dans ce temps long. Mais on arrive toujours à trouver une débouchée heureuse selon cet éducateur. Donc là aussi, il faut de la persévérance. Exactement. Merci beaucoup Clément Reversé. Merci à vous.